Bonjour tout le monde, j'espère que ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'atelier de l'épreuve à l'impact, un atelier dans lequel vous allez découvrir comment on va aller saisir vraiment les cadeaux cachés de notre expérience de vie pour les mettre à profit pour aider un maximum de gens. À qui s'adresse cet atelier? Premièrement, en fait, c'est à ceux qui ont vécu des difficultés majeures, c'est-à-dire des traumatismes, des pertes, des échecs, des périodes de doute, de transition de vie, de changement professionnel, des fois forcés. Bref, on va naviguer un peu à travers tous ces éléments-là au niveau des difficultés majeures. Ça s'adresse aussi aux personnes qui sont en quête de reconstruction personnelle et de clarification de leur parcours. Des fois, on arrive à un mi-temps dans notre vie dans lequel on veut remettre certains pendules à l'heure et on va voir aujourd'hui sur quoi on peut venir s'appuyer. Et aussi, ben, ça s'adresse aux professionnels, aux entrepreneurs qui souhaitent tout simplement prendre une partie de leur vie personnelle pour donner du sens à ce qu'ils font déjà ou être en reconversion de carrière et faire vraiment un pont entre qui ils sont comme personne et ce qu'ils peuvent faire comme travail. L'objectif ultime, en fait, de cet atelier, avec quoi vous allez repartir, c'est on va changer le regard sur les épreuves que vous avez vécues et en extraire une partie de richesse. On va identifier vraiment les forces, les connaissances, les apprentissages que chaque expérience difficile a apporté dans votre vie et que peut-être aujourd'hui vous en ignorez un peu ce sens-là. On va s'appuyer pour transformer cette richesse-là, hein, cette belle richesse-là, en un levier d'impact pouvant aider un maximum de personnes. Et c'est pas nécessairement l'idée d'en faire un business proprement dit, mais des fois, on a des angles sur lesquels on voudrait redonner, on voudrait que ça soit utile, on voudrait répondre à la question, ça aura au moins servi à ça. Ben, on va le travailler de cette façon-là. Et aussi, bien, au final, on va offrir un processus qui est un peu plus structuré pour faire un travail en profondeur. Donc, c'est pas juste de l'information que vous allez avoir aujourd'hui. C'est vraiment sous forme d'atelier où est-ce que, étape par étape, je vous prends et je vous aide à extraire cette information-là pour qu'on puisse avoir une perception qui est un peu différente à la fin que ce qu'on avait prévu au départ. En principe, il y a 5 grandes étapes à cet atelier-là. Je dis en principe parce que le cinquième éclate sur d'autres étapes, mais dans cette première partie-là, on va premièrement comprendre à quoi servent nos épreuves et ce qu'elles nous apportent dans notre vie. Deuxième des choses, on va déconstruire l'idée que nos expériences de vie nous définissent, hein, ou redéfinir vraiment qui nous sommes devenus grâce à elles. On va intégrer des enseignements puissants basés sur des concepts qui ont été éprouvés jusqu'ici, bien évidemment, et on va suivre un processus structuré en plusieurs étapes pour venir extraire cette richesse-là de nos expériences et décider ce qu'on va en faire à partir d'aujourd'hui. La cinquième étape, ben, en fait, c'est la deuxième partie de l'atelier dans lequel je vous propose d'optimiser, d'emmener ça à un autre niveau grâce à l'intelligence artificielle, mais on y reviendra un peu plus tard aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est François Gaudreau. En fait, je demeure à Baie-Cancour au Québec, à quelque part à mi-chemin entre Québec et Montréal, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Je suis papa d'Alexia, 22 ans, Phoenix, 5 ans, et Xavier, 10 mois maintenant. Dans le fait, vous voyez qu'il y a eu 2 étapes dans ma vie sur, sur cette idée-là d'avoir des enfants. Je suis marié à Natacha, en couple depuis un peu plus de 10 ans. Je suis coach, consultant et stratège en marketing. Ma niche principale, c'est de travailler vraiment avec des consultants en B2B, mais je travaille avec des experts depuis plus de 10 ans. Au total, tout, j'ai plus de 20 années d'expérience dans ce domaine. Je suis entrepreneur depuis 2014 et au fil des années, bien, j'ai eu vraiment le privilège d'accompagner plusieurs grands leaders que vous connaissez vraiment dans l'industrie. L'idée, c'est pas de faire nécessairement du name dropping par rapport à ça, mais de vous montrer aussi que j'ai une certaine expérience, une certaine expertise. Donc, jusqu'ici, j'ai accompagné plus de 700 experts dans 45 marchés. Donc, ces 700 experts-là, c'est des gens que j'ai accompagnés plus individuellement. J'en ai accompagné plus que ça à travers mes différents programmes, mais de façon plus spécifique dans les dernières années, c'est plus de 700 experts qui ont passé à travers le travail qu'on va faire aujourd'hui en partie, mais à travers l'idée du positionnement stratégique qui est une de mes forces dans le travail.
Bien évidemment aussi ma façon d'être, ma façon de faire euh, dans le positionnement stratégique, c'est d'emmener l'individu à ne pas vouloir se cacher sur certaines facettes de sa vie, mais vraiment s'ouvrir. Donc, ce qui est important aussi, c'est que même moi, dans ma façon d'être aujourd'hui, dans ma façon de faire les choses, ben, c'est empreint de beaucoup d'expériences personnelles, des fois bien, des fois dans lesquelles on aurait dit, ah, j'aurais voulu me cacher de ça, mais l'idée, c'est de voir comment on peut prendre ce cadeau-là, le déballer et le mettre à profit justement dans la façon d'aider les autres. Et aujourd'hui, ma façon d'être me permet d'être beaucoup plus sensible à l'expérience, à l'histoire des gens, me permet d'aller voir dans certaines zones chez les personnes et le faire vraiment de façon très éthique, dans la façon, je suis pas ici pour faire de la psychologie ou faire quoi que ce soit, mais l'idée de rentrer dans ces zones-là me permet d'accéder à de l'information qui jusqu'ici n'avait pas été mis en valeur chez ces individus-là et c'est vraiment ce qu'on va venir travailler. Mise en garde importante avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que cet atelier-là, il est hyper puissant. Les outils que vous allez y trouver sont hyper puissants. Maintenant, à travers ce travail-là, peut-être que vous allez réaliser que vous pourriez en faire un métier. Peut-être que vous allez réaliser que vous pouvez aider d'autres personnes. Moi, mon rôle à moi, c'est de vous dire aussi que je me dégage de cette partie-là dans laquelle vous devez peut-être prendre des décisions professionnelles qui sont importantes ou des décisions de vie, parce que ça vous regarde. Ce processus-là, il est hyper puissant pour avoir un regard, un portrait à travers votre lentille, mais l'idée d'aller voir un peu plus loin avec des professionnels, ben c'est utile parce que dans le fond, ici, je vous dépose l'information, hein. Je vous donne pas certains regards plus personnels que je vais faire en coaching ou en consultation. Donc, je voulais m'assurer que ça, c'était bien compris de votre côté. Maintenant, à quoi servent ces fameuses épreuves-là, ces traumatismes-là, ces expériences de vie-là, que ce soit autant personnel que professionnel? Pourquoi on vit ça dans notre vie? Ben, les expériences difficiles ne sont pas nécessairement là pour venir briser. On n'est pas brisé. Elles sont là pour nous façonner. Elles sont là pour nous aider à travers notre identité. Donc, il y a trois grandes utilités à travers nos épreuves. Donc, le premier, c'est révéler nos forces cachées, hein, cette fameuse résilience-là, la patience, la créativité, l'endurance, les capacités d'adaptation. Et quand on parle d'épreuves, on parle de défis. Hein, la patience qui est là. Il faut qu'on la rencontre, cette impatience-là, pour développer la patience, bien évidemment. La créativité, il faut rencontrer des objectifs dans lesquels, j'ai tenté de résoudre une énigme de face. Mais dans le fond, c'est quand on la regarde un peu plus de côté qu'on réussit à sortir du cadre. Donc, gardez en tête que c'est là pour révéler nos forces cachées. Deuxième point, elle nous offre une compréhension plus profonde de la condition humaine, ce qui nous permet de mieux aider et guider les autres. Donc, première des choses, c'est quand on se rend compte dans une épreuve, ça nous aide à mieux se découvrir, mieux s'aider soi. Et dans une deuxième perspective, avec certains outils, ben, ça nous permet de guider et accompagner des autres. Et troisième point, il nous pousse à chercher du sens. On va travailler beaucoup dans cette zone-là du sens parce que pour moi, c'est un pilier important. Pour moi, ça a été aussi la découverte au fil des années de Viktor Frankl, qui est un psychiatre qui a fait les camps de concentration à une certaine époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est quelqu'un qui a été sur le terrain, pas juste dans le concept, pour découvrir certaines approches. Donc, c'est important que si on vient chercher du sens, on doit s'interroger sur notre mission, sur notre contribution, sur pourquoi j'ai vécu ça, puis qu'est-ce que ça va me permettre de faire avec les autres. Dans Découvrir un sens à sa vie, qui est un livre que je vous recommande fortement, ben, Viktor Frankl explique que l'homme peut survivre à tout s'il trouve un sens à ce qu'il traverse. Donc, c'est pas juste un principe de résistance, de résilience, de détermination, mais c'est vraiment un sens. Pourquoi je suis en train de vivre ça ou pourquoi j'ai vécu ça. Des fois, le sens, il arrive après. Il arrive pas tout le temps dans le moment. Mais le sens qui arrive après nous aide un peu plus à faire la paix sur cette partie-là de pourquoi ça m'est arrivé à moi et ça nous aide d'avoir un regard totalement différent sur ce qui pourrait suivre. Donc, il ne s'agit pas ici de nier vraiment la douleur qu'on a eue
à vivre cette épreuve-là. Cette épreuve-là a été douloureuse, bien évidemment, parce qu'on va voir que l'épreuve, elle peut être aussi difficile, mais oui, elle peut être aussi facile. Pas facile dans le sens de, tu sais, c'est pas obligé d'être un cancer. Hein, je peux dire, ben, OK, j'ai réussi mon diplôme universitaire. Donc, il y a une facilité. C'est quelque chose qui est positif. C'est de dire, OK, on peut rencontrer ce qu'on appelle de l'adversité, mais dans le fond, ce qu'on s'apprête, on s'est battu dans le but de gagner, pas de survivre. Donc, et voir après ça, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Deuxième concept qui est intéressant d'analyser, c'est je ne suis pas mes épreuves et mes expériences de vie. C'est un concept qui est identitaire, bien évidemment, mais beaucoup de gens finissent par s'identifier à ce qu'ils ont vécu. Hein, je suis une victime de, pas dans le sens d'être dans la victimite, mais ça m'est arrivé dans ma vie. Donc, relier ça à je suis ce qui m'est arrivé. Hein, je suis quelqu'un qui a raté. Hein, j'ai fait une dépression. J'ai fait un burn-out. J'ai fait une faillite. Donc, s'identifier à quelqu'un qui a raté. Et je suis une personne marquée par telle épreuve, tel événement ou quoi que ce soit. Donc, on n'est pas ça. Et on va voir comment on va transiger ces éléments-là, mais nos expériences ne sont pas nécessairement notre identité. Notre identité peut être le cumul des expériences qu'on a vécues, dans lesquelles on ressort des éléments dans lesquels on s'identifie à ça. Donc, on n'est pas l'événement, on est qui on a été dans cet événement-là. Nous ne sommes pas nos échecs, nos douleurs, nos blessures. On n'est pas plus nos réussites. On n'est pas plus nos ressentis positifs. On n'est pas nos cicatrices. Nous sommes ce que nous choisissons de faire avec elles. C'est un concept qu'on va revoir un peu plus par rapport à Joe Dispenza qui dit que notre cerveau peut reprogrammer pour choisir, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais notre identité, c'est pas de l'avoir vécu. Ça peut faire partie de notre ADN, ça peut faire partie de certaines choses qui, notre ADN, on la voit pas. Là. Moi, si je croise quelqu'un dans la rue, je vois pas son ADN. Mais si j'analyse son ADN, je suis capable de comprendre qui elle est d'un point de vue métaphysique, mais je suis pas capable de comprendre qui elle est en fonction de ses vécus, en fonction de certains éléments. Donc, on a une zone qui est tangible, une zone qui est intangible, et c'est à nous de, en fonction de ce qu'on veut donner comme sens, on peut rajouter des éléments tangibles. Donc, à partir du moment où nous dissocions notre identité de nos épreuves, nous ouvrons la porte à une transformation qui est totalement réelle. Donc, en ce sens-là, là, je suis plutôt qui je deviens grâce à ça. Et le à ça fait référence, bien évidemment, aux épreuves, aux traumas, à ce qu'on a eu comme défi dans notre vie, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, l'idée ici est de reformuler notre histoire plutôt que de dire je suis marqué par mon passé, de façon générale, on aurait pu être plus dans le spécifique, mais je voulais rester quand même dans le général pour qu'on puisse s'appuyer parce que le spécifique, vous allez le voir, on va rentrer dedans dans quelques instants. On peut plutôt dire, grâce à mon passé, j'ai développé une force intérieure incroyable. C'est comme si on disait, à cause que j'ai vécu ça, j'ai eu ça comme victoire. J'ai eu ça comme résiduel positif. J'ai une capacité unique à comprendre et aider les autres. Hein, c'est encore une fois une reformulation de l'histoire. C'est pas j'ai vécu ça, that's it. C'est plutôt à cause de ça, j'ai une capacité unique à comprendre et à aider les autres. J'ai appris la résilience et la discipline. Donc, on est beaucoup dans le concept grâce à. On va y revenir, bien évidemment. L'idée est de mettre en lumière cette partie de notre identité que nous avons construite grâce à nos expériences, dans lesquelles je vais vous apprendre un peu plus à avoir un regard qu'on on se dissocie de l'expérience, mais on garde qui on est devenu à cause d'elle. Quelques enseignements identitaires qu'on peut venir extraire pour juste mieux comprendre. Dans le fond, je suis juste en train de déposer, semer en vous quelques balises qui vont nous permettre de mieux faire les exercices qui s'en viennent. Donc, le pouvoir du sens. Hein, nous avons à l'intérieur de nous la liberté de donner un sens à ce que nous vivons. Quand je dis la liberté, c'est que euh,
On peut le vivre. On peut même avoir subi. Je vais y aller dans l'extrême, là. Il peut y avoir quelqu'un qui a fait atteinte à notre intégrité de façon physique. Donc, on peut s'arrêter. Ah, pourquoi il m'a fait ça? Puis donner une partie dans laquelle la personne a encore du pouvoir sur nous. Ou on s'en dissocie, puis on se dit, OK, je reprends ma liberté par rapport à ça, puis je donne un sens. Pas un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Dire, OK, c'est de l'intégrité physique, c'est pourquoi j'ai fait ça, puis j'ai les cherché, puis... Non, non. C'est plutôt de dire, si c'est arrivé à moi, il y a une raison. Maintenant, je me détache du passé, je regarde le futur. C'est comme si on disait, ben, si j'ai vécu ça, c'est parce qu'à quelque part, j'ai eu le courage de passer par-dessus ça et la résilience de pouvoir accompagner des gens qui vivent ça aujourd'hui. On peut se donner des missions comme ça. On peut se donner aussi des raisons. Mais vous comprenez que lorsqu'on est à cette partie-là, à l'intérieur de nous, on arrive à faire une certaine transition d'information qui nous emmène à se détacher de ce qui a encore de l'emprise sur nous, des fois dans nos expériences. Autre concept intéressant, c'est que l'homme peut tout perdre, sauf une chose, sa liberté intérieure. Donc, la liberté intérieure, c'est quoi? C'est la liberté de penser, de croire, d'avoir cette influence-là intrinsèque sur nous, d'avoir cette capacité-là de se reconstruire à chaque instant, d'intercepter nos pensées pour les faire basculer vers quelque chose d'autre. Donc, cette liberté-là intérieure, elle nous appartient. C'est-à-dire que si je fais référence, par exemple, à Mandela qui était emprisonné, qu'il était en prison, vous comprenez que sa liberté extérieure, il l'avait perdue. Mais lorsqu'il était justement en prison, il était quand même 100% libre, hein. Si vous écoutez, vous lisez ses livres, etc., vous comprenez qu'il avait une liberté intérieure que beaucoup de gens en liberté extérieure n'ont même pas. Mais lui, il avait cette capacité-là d'avoir cette liberté intérieure-là en étant emprisonné. Ce qui nous arrive ne définit pas notre destin. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité. La vie n'a pas arrêté à ce moment-là. Mais des fois, lorsque l'épreuve nous frappe, on se rend compte que, boum, tout s'est arrêté là. Ayons plutôt notre façon de tourner certains éléments et se dire que c'est plutôt notre réponse à ces événements-là qui définit notre destin. Bien évidemment, là, ces trois éléments-là, là, je suis 100% conscient que certains d'entre vous vont me dire, oui, mais François, c'est facile, c'est pas toi qui as vécu ce que j'ai vécu. Bien évidemment, j'ai pas vécu ça, mais j'en ai vécu d'autres choses. Et ce que je suis en train de vous partager, c'est de se dire que ceux que vous suivez aujourd'hui, hein, les gens qui vous inspirent, ceux qui ont le plus d'impact par leur façon d'être, par leur façon d'emmener des enseignements, ceux qui vous ont accompagné chez certaines de ces personnes-là, c'est aussi des modèles de comment vous aimeriez aborder justement ce que vous avez vécu, tout simplement. Laissez-moi vous partager aussi d'autres perspectives un peu plus enrichissantes qui dans le fond, tu sais, vous comprenez que cet atelier-là, la partie enseignement, qui est la partie dans laquelle on est, elle aurait pu être beaucoup plus longue que ça. Je voulais faire un atelier quand même assez court parce que c'est pas la première fois que sur vos sujets, sur vos épreuves, ce que vous avez vécu, vous en avez eu amplement des enseignements, mais je voulais quand même venir déposer certains concepts qui me permettent de venir semer des choses en vous pour vous faire réaliser que les limites que vous mettez, c'est les vôtres. Et que la façon qu'on travaille aujourd'hui, on va travailler une couche, une pelure d'oignon après pelure d'oignon pour que on soit capable de révéler un certain cadeau. Et vous allez voir dans la deuxième partie, on utilise vraiment l'intelligence artificielle pour vous permettre de percevoir, hein, de percer pour voir ce que vous n'arrivez pas à percer à travers vos propres filtres à vous. En fait, je vous emmène dans trois perspectives. La première est au niveau de la psychologie, bien évidemment, avec Carl Jung, qui est dans ce concept de l'ombre et la lumière. Combien de fois j'accompagne des gens qui ont vécu des épreuves et passent une grande partie de leur vie à sentir la pression de ne pas être vus dans ce qu'ils ont vécu, hein, d'essayer de cacher
un ballon de plage dans une piscine. J'imagine que vous avez déjà essayé de faire ça. Des fois, on réussit à le faire. On garde le ballon en dessous de nous et ça paraît pas trop, hein. C'est un peu le concept de cacher cette partie d'ombre de nous, jusqu'à temps qu'on ait un déséquilibre dans lequel c'est vu. Alors, nos blessures sont aussi des portails de transformation. C'est le principe du yin et du yang. Tout ça est important. Il faut se donner juste les clés d'accès. Bien évidemment, c'est une partie de nous, hein, qu'on parle de liberté intérieure, dans lequel on garde dans notre jardin intérieur certaines choses de peur de perdre notre liberté extérieure. Et des fois, notre liberté extérieure est reliée à notre image et est reliée à ce qu'on veut protéger, ce qui m'emmène à Brené Brown. Brené Brown, elle, a travaillé sur beaucoup de concepts, dont celui de la vulnérabilité. Et dans notre société, encore aujourd'hui, la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse. La façon de Brené Brown emmène ce concept-là, c'est plutôt dans le contraire. C'est que peu de gens réussissent vraiment à partager leur partie intime d'eux sous forme de vulnérabilité et pas de vulnérabilité dans le but d'être atteint. Elle est là notre biais au niveau du cerveau. On a peur d'être atteint par notre vulnérabilité, mais plutôt comme étant quelqu'un qui prend sa vulnérabilité, la regarde et se dit, ça là, cette partie-là, là, j'ai pas vécu ça pour rien et ça peut servir. Et quand je suis là, je suis sensible à moi et cette clé-là de sensibilité à moi me donne accès à plein de clés. L'authenticité, l'empathie, la compassion. Bref, ça nous donne accès à un coffre à outils qui est instantané comme ça. Et le troisième, je vous en parlais un peu plus tôt, Joe Dispenza, qui parle du pouvoir de la reprogrammation mentale pour créer une nouvelle réalité à partir de nos expériences. Vous voyez que quand on prend tous ces éléments-là, on se dirige dans un coffre à outils. Moi, excusez, j'aime entrevoir cette façon-là comme étant, si quelqu'un le fait avant moi, il n'y a aucune raison que je ne sois pas capable de le faire avec les mêmes outils. Ça me demande juste un peu plus de pratique. Donc, je vous emmène dans l'introduction au processus. On va maintenant décomposer étape par étape comment extraire la richesse cachée dans vos expériences, hein. Quand je dis étape par étape, on va 12 étapes dans lesquelles une étape est emboîtée dans l'autre et ils doivent être faits dans l'ordre. Donc, prenez votre temps et faites chaque exercice immédiatement après l'explication. Ce que vous devez entendre à ce moment-ci, c'est j'écoute l'étape 1, je mets la vidéo sur pause, je prends du temps, je fais ce travail-là et ainsi de suite. Étape 2, étape 3, étape 4. En dessous de cette vidéo-là, vous avez accès à un document Google Drive dans lequel je vous ai mis toute l'information et vous faites une copie dans le fond de ce document-là et vous venez mettre dans un document écrit tous vos exercices. Pourquoi faire ça? D'ailleurs, vous allez avoir cette clarté-là et c'est utile pour vous et vous allez avoir à faire juste un copier-coller plus certaines directives dans l'étape 2 au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, ce que vous faites en première partie est utile pour l'intelligence artificielle. Tu sais, l'intelligence artificielle, ça a du bien et ça a du moins bien. C'est comme s'il disait, ben, sors-moi des plans de ce que je pourrais faire de ma vie. Elle va t'en sortir. Mais c'est pas ta vie, c'est la vie en général de quelqu'un qui a vécu des épreuves. Donc, à travers les points qu'on va travailler, vous allez avoir beaucoup plus de précision. Je vous garantis qu'aussi une personne fait sérieusement la partie 1 et la partie 2, le niveau de clarté que vous allez obtenir est inégalable. Donc, je le répète, on fait l'étape, on répond aux questions. Hein, dans le fond, on écoute la vidéo, on met ça sur pause, on fait les questions et éviter de sauter des étapes parce que chaque réflexion alimente la suivante. Donc, si jamais vous sentez qu'il y a des blocages par rapport à une, dans le pire des cas, donnez-vous du temps au lieu de dire j'y reviendrai parce que ça a une importance dans l'information. Autre mise en garde, évitez d'écouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12, puis dire je vais faire les exercices après. Pourquoi? Parce que vous allez suralimenter votre biais. Vous allez être plus filtré. Vous allez être plus cadré. Moi, je veux vous garder dans une souplesse intérieure.
pas nécessairement comprendre tout de suite à quoi sert l'exercice que vous allez faire. Parce que des fois, j'explique un peu plus loin à quoi ça sert ce qu'on vient de faire. Donc, si vous allez au bout de ça, vous allez créer des biais au niveau de votre cerveau qui n'est pas utile. Donc, si vous voulez avoir le plus d'impact possible, respectez les consignes, on écoute la vidéo, met ça sur pause, on fait l'exercice. Donc, étape 1, ce que j'ai vécu. Donc, première des étapes, qu'est-ce qu'on fait? C'est faire le point sur son parcours. Chacune des exercices, là, je vous dirais, ça va prendre peut-être entre 10 à 15 minutes. Mais à travers ce temps-là, vous allez voir, vous allez avoir une clarté qui est exceptionnelle. Donc, prenez 15 minutes pour noter toutes les expériences marquantes de votre vie, quelle que soit personnelle ou professionnelle. Je vous invite, là, vous allez voir dans le document, là, il y a plusieurs lignes. Allez-y avec certains éléments, puis je vous ai mis ça en deux catégories. Hein, classez-les en deux catégories, c'est il y a des épreuves et des défis, c'est-à-dire des moments difficiles. Ça peut être un burn-out, ça peut être une séparation, ça peut être une faillite, hein, tout ce qui est en lien avec des obstacles et des échecs. Mais ça peut être des succès et des réussites. Souvent, on a tendance à mettre le regard sur les choses négatives. Mais vous allez voir que le croisement des forces que ça peut vous donner, de l'autre côté, il y en a plein. Fait que c'est intéressant à ce côté-ci de voir quels sont vos succès, vos réussites, hein, des réalisations, des accomplissements. Ça peut être d'obtenir des diplômes, ça peut être d'obtenir des récompenses, ça peut être d'obtenir un poste en particulier, ça peut être d'avoir réussi à atteindre tel niveau avec votre business, ça peut être tout ça. Mais bref, c'est relié vraiment à des moments de fierté. Ça peut être sur avoir des enfants quand on vous a dit que c'était impossible. Donc tout ça est hyper important. Après ça, on va prendre cette information-là, et je vous recommande fortement de jouer avec pour le remettre dans un ordre chronologique. Hein, si vous êtes capable de mettre l'année que vous avez vécu ça, parce que vous n'aviez pas le même niveau de maturité. Des fois, quand c'est vu dans l'ordre, vous allez voir, ça va vous aider pour les prochaines étapes qui vont venir. Donc, le conseil que j'ai, c'est, à ce stade-ci, ne filtrez rien. Même les petits événements peuvent avoir une signification profonde, peut-être un peu plus loin dans le travail qu'on va faire. Donc, prenez cette information-là, téléchargez le document qui est un peu plus bas ici sous la vidéo et mettez la vidéo sur pause pour faire les exercices. Deuxième étape, j'espère que vous avez pris le temps. Si jamais vous ne l'avez pas pris, mettez ça sur pause, allez le faire. Vraiment, je vous le dis, il faut faire le travail maintenant. Donc, première des choses, c'est que là, on a travaillé sur vraiment les expériences, hein, la liste des expériences. Là, on va juste ajouter un peu plus de profondeur à ça, puis on va aller analyser quelles ont été vos réactions face à ces expériences, hein, pour comprendre vraiment en profondeur ces réactions-là. Bien évidemment, vous comprenez que pour ça que je parlais de chronologie. Si par exemple vous avez vécu trois séparations majeures dans votre vie, je vous donne cet exemple-là, là. Bien évidemment, les apprentissages du premier vont impacter le dernier, mais tout ce qui est eu entre, peut-être qu'à la fin, vous allez être un peu plus en mode sagesse. Donc, pour chaque expérience listée, décrivez votre réaction immédiate, hein, ce que vous avez ressenti lorsque ça s'est passé. Et là, pour beaucoup, là, ça peut demander un temps d'arrêt, là. Parce que, OK, est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui était là à ce moment-là? Parce que des fois, ça fait 30 ans, là. Hein, c'était-tu de la peur, c'était-tu de la colère, de la tristesse, de la joie, etc. Allez voir vraiment ma réaction immédiate. Ah, j'étais frustré, ça m'a... Donc, ça se peut qu'à ce moment-là, c'était ça. Donc, après ça, c'est ma réaction immédiate. Qu'est-ce qui s'est présenté à moi? Après ça, comment j'ai agi avec ça? Donc, oui, j'étais frustré au début, puis après ça, je me suis replié sur moi. Ou j'étais en confrontation, j'étais vraiment en réaction. J'ai dit, ah non, ça restera pas comme ça, sentiment d'injustice. Ou j'ai été complètement en détachement, en recherche de soutien, ou j'ai célébré, etc. Donc, réaction immédiate, comment j'ai agi, et après ça, quels ont été les impacts à court terme? Hein, qu'est-ce qui est arrivé juste après ça? Puis après ça, quels ont été les impacts à long terme? Le fait que j'aie réagi comme ça, est-ce que ça l'a influencé mes choix futurs? Là, on en convient, là.
On est dans l'analyse quand même sur quelque chose qui s'est produit des fois, comme je vous disais, il y a 30 ans. Ça prend un détachement, ça nous permet d'aller voir. Même si c'est pas précis, déjà là, cette information-là nous emmène à percevoir certaines choses. Mon conseil ici, c'est soyez honnête avec vous-même pour mieux comprendre les schémas comportementaux que des fois vous avez répétés. Des fois, on répète, hein, il nous arrive quelque chose, puis là, on répète, puis OK, j'ai réagi là de la même chose que j'ai réagi là, puis j'ai réagi là de la même chose, puis on est peut-être frustré par rapport à ça parce que, veut pas, à cette deuxième étape-là, il y a des prises de conscience passées qui vont refaire surface. Arrêtez-vous pas à ce que ça vous fait vivre là. C'est même pas important. Parce que rappelez-vous, au niveau de l'identité, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas plus votre réaction. Hein, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Maintenant, mettez ça sur pause, allez faire l'exercice. Donc, on revient. Troisième étape, ce qui a influencé ma façon de réagir. Parce que dans le fond, hein, quand on vit quelque chose, on est influencé par ce qu'il y avait autour de nous. Donc, bien évidemment, si il m'arrive une épreuve à un certain âge, dans un cercle différent, avec un environnement différent, notre influence va peut-être être différente qu'aujourd'hui, avec un nouveau cercle d'influence. Donc, pour chaque réaction identifiée, donc ça découle de l'expérience, de la réaction, et après ça, pour chaque réaction identifiée, on va établir les facteurs externes, hein, nos influences extérieures. C'est comme quand ça m'est arrivé dans ma vie, là, j'ai été influencé par la pression sociale. Hein, je me rappelle ma première séparation autour de 25 ans, première grande séparation dans laquelle j'avais tout, là, la maison, bel emploi, j'avais un enfant là, tu sais. Mais la pression sociale, moi, venait de ma famille. C'est-à-dire, moi, mes parents ont vécu ces défis-là, mais sont restés ensemble. Donc, j'étais dans l'adversité de mes prises de conscience, bien évidemment. Donc, ça aurait pu être aussi des conseils de proches, des contextes culturels à cette époque-là, des croyances, etc. Ça, c'est le facteur externe. Hein. Quand je dis des croyances, c'est des croyances qu'on a achetées qui venaient des autres. Donc, les facteurs internes, vraiment, c'est identifier les croyances, les peurs, ce qui était là à l'intérieur de nous, qui ont joué un rôle. C'est-à-dire la peur de l'échec, la peur d'être jugé, les besoins de reconnaissance, etc. Donc, ça, c'est important d'identifier ça. Puis vous allez voir à quel point le croisement de ces informations-là va être hallucinant. Aussi, on peut nommer, sans jugement, d'où venaient ces influences-là, c'est-à-dire de notre enfance, de notre éducation, de nos expériences passées. On pourrait même avoir des noms de ces influences-là. On n'est pas dans le jugement. C'est important, on est ici pour identifier les influences. Mais dans le conseil ici, c'est important, c'est prenez le temps d'introspecter en profondeur. J'ai essayé de vous donner 10 à 15 minutes par exercice. Bien évidemment, ça se peut que ça en prenne un peu plus chez certaines personnes. Mais c'est votre travail pour vous. Pensez-y, là, à quel point il y a des cadeaux dans ce que vous avez vécu. Donc, on met ça sur pause, on va faire l'exercice. Maintenant, réécrire l'histoire, quatrième point, transformer ses réactions. Donc, on était parti vraiment d'une expérience, nos réactions. On est allé voir les influences. Et là, on va prendre la vision de aujourd'hui, avec tout ce qui vous êtes, avec tout le cumul de ces expériences-là, l'évolution dans vos réactions. J'imagine que vous avez vu une évolution par rapport à ça, un détachement sur certaines influences avec le temps. Bien évidemment, là, on va juste venir s'appuyer sur comment transformer ces réactions-là. Donc, on va décrire aujourd'hui, si ça m'arrivait, la même chose que là, quelle réaction j'aurais aimé avoir. Hein. Quand on parle de j'aurais aimé avoir cette réaction-là dans le temps, mais le référent, il est où? Il est aujourd'hui. Ça m'arrive aujourd'hui. On revient, il m'est arrivé ça, j'ai réagi comme ça, j'ai été influencé comme ça, mais dans les faits, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais aimé réagir de telle façon. Donc, quels outils ou connaissances vous auraient aidé à ce moment-là? Combien de fois j'entends ça? Je travaille avec des experts, l'expert me dit, ce que j'ai développé là, j'aurais tellement aimé ça, avoir ça, lorsque moi, ça m'est arrivé.
Mais dans le fond, pourquoi ils ont été capables de développer ces outils-là? Bien évidemment, c'est parce qu'ils l'ont vécu. Ils ont vécu le manque de ne pas avoir ces outils-là. Ce que ça a eu comme impact. À quel point cette partie-là de eux a payé le prix et aurait été prête à payer ce prix-là. Hein, ça aurait été une valeur inestimable d'avoir eu ça pour moi. Donc, prenez le temps aussi, tu sais, des fois, dans l'introspection, fermez les yeux. Imaginez-vous en train de revivre cette expérience-là, mais avec ces nouvelles réactions. Qu'est-ce que je suis en train de venir créer chez vous? Un avant et un après. Donc, cette distance-là, là, on est en train de venir semer à l'intérieur de vous. C'est que si j'aide des gens, donc c'est comme si j'aide l'ancien moi avec les ressources d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça aurait pu donner? C'est ça qui est important de comprendre que vous êtes en train de faire maintenant. Mon conseil, c'est cet exercice-là prépare à des réactions beaucoup plus alignées avec vos aspirations futures en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Ça se peut que dans certains schémas de votre vie, là, je vous le dis, il y ait des parties de vous dans lesquelles vous réalisez que vous n'avez pas tant cheminé. Est-ce que c'est grave? Non. Dans le fond, vous ne transformerez pas la vie dans toutes les facettes avec toutes vos épreuves, mais il y a des épreuves qui vous ont transformé plus que d'autres. Je vous ai dit de pas vous filtrer un peu plus tôt, d'en mettre un maximum. C'est pas l'amalgame de tout ça. Il y en a qui sont plus significatifs et c'est là qu'on va venir s'appuyer. Donc, mettez la vidéo sur pause, allez faire l'exercice maintenant. Good! Cinquième étape. Donc, là, on a fait ce bout de chemin-là dans lequel on a fait l'inventaire des épreuves. On les a mis dans un ordre chronologique. On les a séparés en deux catégories, plus les défis, plus les réussites. On est allé chercher les réactions. On est allé voir les influences. Puis on a dit, bah, OK, avec ma sagesse d'aujourd'hui, j'aurais réagi de façon différente. Maintenant, on va identifier les ressources. Parce que à travers le temps, des fois, on vit quelque chose au jour J. Il se passe des années. On se rend compte qu'on traîne avec nous ce défi-là, ces résiduels-là, et à un certain moment, on se dit, OK, là maintenant, je dois me libérer de ça. Donc, c'est pas toujours quand ça se passe. Des fois, l'événement s'étire, puis on vient corriger ça certaines années plus tard. Donc, on vient juste rajouter de l'information reliée à ces expériences-là marquantes. Maintenant, on n'est pas obligé de toutes les prendre. Vous allez voir, vous en avez des plus marquantes que d'autres sur votre vie, juste avec où est-ce qu'on est rendu. Probablement, vous êtes capable d'en cibler 4 à 5. On va travailler avec ceux-là. Peut-être que vous en avez plus, peut-être que vous en avez moins, là, mais en moyenne, là, normalement, vous en avez 4 à 5 ici qui sont plus marquantes dans votre vie. On va voir quelles ont été les ressources internes. En quelle qualité personnelle j'ai mobilisé dans ma vie. Imaginons qu'il y a eu des épreuves répétitives. Ça peut être des séparations, je vous donnais ça comme exemple, mais ça peut être des changements de travail, ça peut être des épreuves que vous avez vécues dans votre premier travail en tant que gestionnaire, et là, vous n'étiez pas assez outillé, vous êtes allé travailler sur vous, puis là, vous avez venu dans un deuxième travail comme ça, puis un quatrième, puis vous gagnez en expérience, vous gagnez en sagesse comme personne. Mais là, on fait référence à des ressources internes, c'est-à-dire votre courage, la persévérance, la créativité. On veut aller voir ça. Qu'est-ce que j'ai développé par moi-même en regardant des vidéos, avec des livres ou des choses comme ça? Ça se peut que ça soit à l'externe, bien évidemment, mais souvent, même l'interne est influencé euh, par des parties externes. Quand on parle de ressources externes, c'est vraiment des gens, hein, des qui ou quoi qui vous ont aidé. Quand je parle de mentor, de lecture en particulier, c'est pas j'ai trouvé ce sujet-là intéressant, puis je me rappelle même pas qui l'a écrit. Souvent, quand on est dans la ressource externe, on vient chercher les écrits d'un auteur en particulier parce que ça nous parle plus. Ça se peut que ça soit des thérapeutes, ça se peut que ça soit des formations, ça se peut que ça soit du mentorat. Et de sortir aussi des stratégies que vous avez adoptées. Parce que des fois, à travers ces expériences marquantes-là, vous vous rendez déjà compte que vous avez réagi différemment
que la majorité des gens par rapport à ça. Donc, dans les stratégies adoptées, des fois dans les actions concrètes que vous avez mises en place, vous êtes déjà capable de voir des choses. Des fois, quand on raconte notre histoire, on entend des gens nous dire: Ah, ouais, t'as réagi comme ça. Moi, j'aurais vraiment pas été capable de réagir comme ça. Donc, des fois, c'est un élan qui nous rend compte que dans cette expérience-là, on peut en extraire certaines choses. J'ai en tête, je vais vous donner un exemple. Robert Savoie, que vous connaissez peut-être. Robert Savoie, son père s'est fait assassiner, puis il a vécu plein d'expériences de vie. Puis je vous suggère fortement d'aller voir ce qu'il fait, d'aller le voir en conférence, raconter son histoire. Mais si je prends réellement cette partie-là, imaginons que votre père se fait assassiner, votre stratégie sera probablement pas celle d'aller lui pardonner en prison. Hein, ça va peut-être être celle de lui en vouloir, hein, externe à vous, mais vous savez peut-être dire: OK, je vais travailler sur mon deuil, quoi que ce soit. Mais c'est juste un autre angle. C'est juste une stratégie que lui, il a réagi de cette façon-là. Hein, il y a eu des étapes, il y a eu plein d'éléments par rapport à ça, mais c'est pas je vais réagir comme ça parce que il y a personne qui réagit comme ça, puis je vais pouvoir me bâtir une carrière. Jamais il a réfléchi comme ça. Mais c'est à force de voir que, OK, j'ai cette force-là interne, et moi, j'ai réagi comme ça, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une valeur par rapport à ça. Donc, le conseil que j'ai à vous donner à cette étape 5-là, c'est d'être capable de faire un examen des lieux en profondeur sur, déjà là, ce qui vous a forgé. Donc, identifiez ici ce qui a été le plus efficace pour pouvoir mieux l'utiliser à l'avenir. C'est comme si je vous disais: OK, moi, ça a été mon plan, là. Si j'avais à réexpliquer à quelqu'un qui vit ça, ce que moi j'ai fait pour m'en sortir, voici les étapes. Hein, c'est un peu la réflexion que je veux que vous ayez par rapport à ça. Maintenant, mettez la vidéo sur pause, allez faire l'exercice, puis on se revoit. Sixième point, on en arrive vraiment à la moitié du processus. Le plus lourd a été fait, puis là, on va être plus dans la légèreté, puis tout ça va un peu plus s'accélérer, bien évidemment. Donc, on va extraire justement dans ce processus-là de transformation les apprentissages qu'on a faits, hein, les leçons qu'on en a tirées aujourd'hui. Donc, on va prendre les dernières, parce que même on peut prendre la liste, vous pouvez prendre la liste que vous au complet si vous voulez, mais vous allez voir qu'il y a certaines leçons qui se recoupent. Mais les expériences les plus marquantes souvent sont aussi les leçons les plus marquantes de notre vie. Donc, notez la leçon principale apprise pour chaque expérience, mais dans votre liste plus réduite. Donc, vous pouvez aller plus loin si vous le désirez, mais faites au moins les 5 à 6 que vous avez extraits comme étant les expériences principales, les plus marquantes dans votre vie. Puis, c'est pas mauvais d'avoir une à deux expériences positives, là. Des fois, on a tendance à voir ce qui nous tue pas nous rend plus fort, là, mais des fois, c'est de l'autre côté, ça nous permet de voir des compétences transférables qui sont intéressantes. Maintenant, posez-vous la question aussi: comment ça a influencé votre vie aujourd'hui? Quand je suis devenu ça à cause de ça, aujourd'hui. Y a-t-il un thème récurrent? Hein? Parmi ces leçons-là, là, y a-t-il des éléments que je me dis: OK, mettons que je parle de ces 5 expériences-là, quelqu'un pourrait dire: telle personne, elle est vraiment comme ça, regarde tout ce qu'elle a vécu. Donc, c'est important de juste prendre du recul, observer. Y a-t-il des choses qui reviennent à travers de ça? Y a-t-il des leçons? Ce que j'ai appris là ressemble vraiment à ce que j'ai appris là, puis ce que j'ai appris là. Ce qui est important aussi là, dans cet exercice-là, c'est de vous faire prendre conscience que vous avez évolué en tant que personne, que dans votre chronologie, vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en humain bienveillant que vous êtes devenu. Donc, il y a des éléments au niveau de la gratitude qui sont le fun à aller chercher dans un exercice comme ça. Donc, prenez le temps, mettez la vidéo sur pause, allez travailler ça. Maintenant, étape 7. Hein, ça, c'est une de mes étapes préférées. Parce que on se rend compte qu'il y a encore, malgré ça, des éléments que j'appelle d'auto-sabotage. Il y a une histoire que j'aime raconter, dans laquelle c'est une étude, là, je vais faire ça rapidement, une étude qui a eu lieu aux États-Unis. Dans le fond, ils ont étudié des jumeaux qui ont vécu
une expérience traumatisante, la même expérience traumatisante de grandir dans un milieu euh, très toxique, dans les parents, dans la consommation, qui était violent, etc. Et quand on interroge quelques années plus tard les deux, il y en a un qui est dans la déchéance totale, presque le miroir dans le milieu dans lequel il a vécu, et l'autre il est dans une ouverture totale, multimillionnaire, redonne beaucoup au milieu. Et quand on interroge les deux, leur réponse est la même. C'est à cause de ça que je suis devenu cette personne-là. Donc, c'est à cause de cette expérience-là, hein, je ne pouvais pas devenir quelqu'un d'autre. Et l'autre, c'est à cause de ça que je suis devenu ça. Qu'est-ce que ça dit comme élément au niveau des croyances ici? Parce qu'on parle dans l'étape 7 d'identifier ses croyances. C'est la croyance que je ne peux pas devenir une autre personne que ça parce que j'ai vécu ça. Donc, dans un premier cas, c'est dire mes parents étaient comme ça, je ne me vois pas devenir autre personne que ça. Donc, c'est adhérer à la croyance que je suis faite pour ça. Hein, j'ai vécu ça, puis dans le fond, je serais rien d'autre que ça. C'est au niveau identitaire. Tu sais, quand on achète, je suis devenu comme ça à cause de ça. Et de l'autre côté, c'est vraiment d'en rebondir. Puis lui, c'est rejeter ça. Parce qu'on peut être aussi dans le rejet identitaire. Et moi, je suis vraiment pas comme ça, puis je suis vraiment pas comme mes parents ou quoi que ce soit. Mais là, il faut le voir dans le côté rebondir. Je ne pouvais pas être quelqu'un d'autre. Donc, j'ai vécu ça, je suis devenu cette personne-là. Pas millionnaire dans le côté avare, mais plutôt de dire, j'ai vécu dans l'abondance. Hein, j'ai pas connu l'abondance, maintenant je veux vivre l'abondance pour redonner puis aider un maximum de personnes qui ont vécu la même chose que moi. Donc, c'est important ici de venir prendre nos épreuves les plus marquantes et de se dire, c'est à cause de ça que je suis devenu. Et des fois, c'est juste de prendre un recul, puis à certains endroits, nos croyances, là, vont être des croyances qui vont nous limiter. Et nos croyances, dans nous limiter, là, des fois, c'est à cause de ça que je ne suis pas devenu. Donc, se dire, OK, puis des fois, c'est juste une formulation qui est totalement différente. Hein, quand on s'écoute parler, dire, moi, j'aurais aimé ça, faire ça, mais à cause de ça, j'ai pas pu le faire. Et ça, là, observer. Parce que des fois, dans les victoires, puis des fois, ça se peut qu'à cette étape-ci, là, au 7 là, il naisse des frustrations de ne pas avoir réalisé certaines choses dans votre vie. Si jamais ça se présente, notez-les. Parce que je suis convaincu qu'on est capable de venir les pointer sur des expériences de vie. Ou du moins de dire, OK, c'est arrivé à tel endroit dans ma, dans ma chronologie, puis être capable de le relier à des événements de notre vie. C'est hyper important ici. Dans le fond, on est dans une étape pour identifier, c'est-à-dire une étape d'analyse. Je ne veux pas que vous soyez dans la justification. On est juste là pour analyser les croyances qui sont sous-jacentes, puis se dire, OK, c'est à cause de ça que je suis devenu. C'est des aspects positifs, puis des fois, ça peut être sur l'ouverture de j'ai vécu cette épreuve-là, puis je suis déjà dans le processus parce que je veux devenir. Donc, ici, là, faites juste vous arrêter, puis notez ce qui est là, ce qui est présent. C'est à cause de l'épreuve que tu as, tu es devenu quoi? Faites juste vous poser cette question. Et après ça, on va juste être capable de regarder et de distinguer vraiment ce qui nous propulse de ce qui nous freine dans le processus. Donc, mettez ça sur pause, puis allez faire cet exercice-là. Huitième étape maintenant, se réapproprier son identité. Rappelez-vous, je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous n'êtes pas l'expérience que vous avez vécue. Et je suis convaincu que rendu ici à l'étape 8, puis je le vois là en consultation des fois quand je travaille avec les experts, c'est rendu à ce stade-là, ils ont déjà laissé derrière certains éléments. On dit, ah, quelle belle prise de conscience. Mais d'arriver ici à transformer ses croyances, c'est de vraiment se reprendre son pouvoir sur soi, de se réapproprier l'identité. Donc, je dis pour chaque croyance limitante. Dans le fond, il y a c'est à cause d'eux qu'on a vu ici, qui ont une tournure.
Mais prenez juste ceux que vous avez écrits, puis observez ça, puis dites, est-ce qu'il y a du limitant là-dedans? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont tendance à dire, ouais, si j'écoute ça, là, j'ai tendance à me limiter par rapport à ça. Et essayer de voir un côté sur mes croyances plus évolutives. Comment je pourrais bien essayer, là, je n'avais pas prévu d'exemple nécessairement par rapport à ça, mais c'est à dire, OK, je vais y aller dans le bien banal, OK? Imaginons au niveau de la séparation. C'est à cause de ça que je suis devenu réticent par rapport à l'idée de rencontrer quelqu'un qui a des enfants. Je dis n'importe quoi. Peut-être qu'on a vécu de l'attachement qui était difficile. Jusqu'à date, on se dit, ben, c'est pas trop négatif, ça. Parce que dans le fond, je peux être heureux à rencontrer quelqu'un qui a des enfants, puis etc. Mais là, on se rend compte que les défis qu'on a vécus, c'est, mettons, l'attachement. C'est-à-dire, OK, je me suis séparé, l'autre personne avait des enfants, puis là, je me sens mal par rapport à ça, puis là, je me suis protégé, non, non, non. Mais dans le fond, on pourrait transférer ça en croyance évolutive. Et se dire, par exemple, c'est à cause de ça que j'ai pris conscience que l'attachement dans une relation est la chose à laquelle on doit faire le plus attention, qu'on doit le plus prendre soin. Parce qu'en cas de séparation, si on ne l'a pas protégé, si on ne l'a pas travaillé, là je le fais long, là, mais juste pour vous emmener une compréhension, juste voir si on ne l'a pas protégé, parce que tu sais, l'attachement, il n'y a rien qui dit que ça ne peut pas exister au-delà de ça. C'est qu'il peut y avoir coupure de relation, mais l'attachement, il peut prendre une forme totalement différente. Donc, c'est dans les prises de conscience par rapport à soi, puis par rapport à comment on pourrait aider. Donc, dans une vision comme ça, c'est j'ai une vision protectionniste, me protéger moi, puis là, j'ai une vision ouverte sur une croyance évolutive en disant, ben, éventuellement, si je transcende cette partie-là d'attachement qui était plus difficile et que je revis l'expérience, que je rencontre quelqu'un qui a des enfants, ben, je pourrais éventuellement accompagner des gens, des couples qui vivent ça. Donc, l'idée, c'est de renouveler ces croyances-là qui sont ancrées en nous, qui peuvent avoir tendance à nous limiter. Puis ces croyances-là, je vais vous en dire un peu plus, sont aussi la racine de la sensation de ne pas en être assez. Parce qu'on dit, OK, c'est à cause que j'ai vécu ça que je ne suis pas l'humain aussi merveilleux que j'aurais pu être. Mais c'est le contraire qui arrive. Donc, dans cette idée-là, c'est de rehausser notre valeur. Parce que si on le prend d'un point de vue professionnel, des fois, on se dit, OK, j'aurais jamais encore transcendé ou je suis encore vulnérable par rapport à ça. Puis cette partie-là, s'il y a des gens qui voient ça, ils vont dire, hey, je me ferai pas accompagner par quelqu'un. Non, au contraire. L'ouverture. Je suis un humain, je marche le terrain. J'accompagne ce qui est derrière, je n'accompagne pas ce qui est devant. Donc, je peux aider qui j'étais là, mais pendant que j'évolue, je dois transgresser certains éléments pour être la personne qui est là. Donc, on est tous des humains imparfaits, gardez ça en tête. Le conseil, c'est cette répétition-là. C'est pas juste de dire, OK, je transforme des croyances, puis je les répète pas. Il y a des éléments qui sont, on est dans la réapproprier l'identité. Qu'est-ce que j'ai acheté que j'étais, qui dans le fond, je voyais pas ça à travers la bonne lentille ou du bon angle. Et là, finalement, on peut transformer ça. Maintenant, mettez ça sur pause. Allez vous réapproprier votre identité. On se revoit dans l'étape 9. Étape 9, combiner pour voir les cadeaux cachés. C'est pas une partie qui est facile, nous, par rapport à nous, puis dans l'observation. Pourquoi? Parce que des fois, l'ouverture aux possibilités, l'ouverture à certains angles, on est des humains. Et les humains, on se protège, puis on se filtre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'est-ce qui en est ressorti de chacun de ces expériences-là, observer et croiser certaines choses. OK? Donc, listez vos compétences et connaissances issues de vos expériences. Donc, qu'est-ce que j'ai appris, hein, ce qui en est ressorti, etc., les réactions, etc. Donc, et je vais vous faire une histoire courte là, sur chercher des liens entre elles. Donc, je pourrais dire, je suis quelqu'un qui a vécu des défis professionnels. Et là, puis je vous en ai un peu donné cet exemple-là tantôt, là, j'ai de fil en aiguille obtenu des postes de plus haut niveau et j'ai appris, et c'est ce qui m'a fait rebondir, qui m'a fait en sorte que je suis devenu un excellent gestionnaire.
Un peu plus tard, je peux avoir vécu un deuil qui peut m'avoir fait écrouler aussi comme gestionnaire et de se rendre compte que nos gestionnaires, on considère des fois qu'ils sont pas assez humains ou quoi que ce soit, puis qu'ils sont très exigeants, etc. Puis là, je vis un deuil, puis je dois accompagner un parent euh, par rapport à ça. Et là, je me rends compte que j'aurais aimé que mes patrons agissent comme ça, que mes employés agissent comme ça. J'aurais aimé qu'à ce stade-là, je sois capable de faire plus confiance à mes employés ou déléguer à des collègues, etc. Bref, plein de constats qui fait en sorte que mes apprentissages aujourd'hui m'emmènent à vivre peut-être un deuxième deuil de façon totalement différente et de commencer à conseiller de mes collègues à l'interne, puis faire un jour une reconversion pour dire je vais accompagner des gens en situation de pouvoir, de gestion, à vivre un deuil sans sentir qu'ils ont la pression d'être des super-héros dans leur travail. Je dis n'importe quoi, là, mais vous comprenez que c'est deux épreuves, une peut-être qui emmène ça sur du plus positif, puis l'autre qui emmène ça plus sur le négatif, qui combiné ensemble peut aider. C'est pas juste sur un élément, ça peut être juste sur d'autres. Donc, on vient contextualiser certains éléments. Donc, je vous invite ici à juste prendre du recul, observer certaines choses par rapport à ce que vous avez vécu et noter juste sans filtre des idées qui pourraient en découler, de ce que vous pourriez faire vraiment de ça. Quand on parle de cadeau caché, là, c'est vraiment ça. Pour moi, le cadeau caché, c'est pas juste je suis devenu ça. Des fois, c'est des prises de conscience par rapport à ça. Mais un cadeau, c'est pas juste qu'on va mettre en observation sur une tablette. J'ai gagné un prix ou j'ai reçu quelque chose que je mets là. Mais pour moi, un cadeau, puis quand il est caché, c'est dire ce cadeau-là, je pourrais le mettre là, mais il pourrait servir à d'autres s'il est utilisé de cette façon-là en combinant certaines choses. Puis je vous emmène un peu plus à réfléchir de cette façon-là. Donc, mettez ça sur pause, puis faites un peu un organigramme, hein. Travaillez de façon éclatée, soyez créatifs, restez ouverts aux possibilités pour emmener plein d'éléments à ce stade-ci. Étape 10, ce que je pourrais en faire. Donc, l'objectif, c'est, là, je ne vous ai pas dit de façon technique ce que vous pourriez en faire. Je vous ai donné des exemples, hein, au niveau de la gestion puis au niveau du deuil, mais là, je vous emmène plus à explorer les possibilités. Avec tout ce que vous avez vécu, des expériences qui peuvent être combinées, listez toutes les façons dont vous pourriez partager ou utiliser votre expérience. Et venez les classer en trois catégories. L'exemple que je vous ai donné à l'étape 9 était plus d'un point de vue vraiment professionnel. C'est-à-dire, OK, je fais une reconversion, puis je vais accompagner ces gens-là sur le terrain, puis j'ai besoin d'avoir un plan de match qui me dit, OK, je vais aller prendre une formation sur ça, une formation sur ça, me sentir plus solide, puis juste, pas juste basé sur mon expérience, basé aussi sur certaines compétences, je vais pouvoir accompagner et je veux en faire un métier. Et vous avez le droit d'en faire un métier. C'est pas un problème. Des fois, je l'entends, entre guillemets, puis c'est une phrase là, que j'ai entendue qui peut être lourde de sens, mais qui, à l'intérieur, fait pas de sens. C'est faire de l'argent sur le dos des autres. L'épreuve, ce que les gens vivent, à la question, c'est si j'avais l'information pour t'aider à t'en sortir le plus rapidement possible, que tu payes le moins possible de cette douleur-là intérieure et que ton image soit le moins affectée, est-ce que ça t'intéresserait d'en savoir plus? Si la personne dit oui, c'est pas toi qui prends la décision, c'est elle. Maintenant, est-ce que tout ça est vrai? C'est ça qui est important. Parce que ça la relation commerciale. Mais dans le fond, quand vous décidez de professionnaliser les choses, puis c'est un peu ce que je disais d'entrée de jeu, dans le détachement de responsabilité, c'est que c'est pas juste l'expérience qui peut faire en sorte que vous allez être un bon accompagnateur. C'est OK, l'expérience que vous avez vécue, est-ce qu'elle est transcendée? Si oui, OK, parfait. Accompagnez ce que vous connaissez, mais outillez-vous pour le faire. Puis on va voir un peu plus sur certains éléments là, qui est important de savoir qu'est-ce que j'aurais besoin de faire. Deuxième des choses, ça peut être complètement, soit de façon professionnelle ou de façon bénévole, mais c'est de dire, ben, une catégorie, c'est inspirante. J'ai vécu ça, je peux pas garder ça pour moi, je vais aller la partager dans des groupes de discussion, dans des
euh, dans des regroupements communautaires, en conférence. Bref, c'est dans le partage. C'est comme si on se disait, moi, je peux pas avoir vécu ça sans partager ça à d'autres parce que ce partage-là peut aider d'autres personnes. Et ça, là, c'est quelque chose qui est hyper gratifiant en tant qu'individu. Et le troisième, pour moi, c'est dans la forme d'aider les autres, sous forme de bénévolat. C'est pour ça que, OK, on peut être là dans la deuxième case, mais ça pourrait être vraiment dans un type de bénévolat qui est aide aux mourants, qui pourrait être juste dans aider des familles démunies parce que à une certaine époque, moi, je n'avais pas quoi mettre sur la table. Bref, il y a des parties de nous qui sont reliées à des épreuves qui font du sens et c'est dans cet axe-là que redonner peut aider un maximum de personnes et je vous encourage à le faire aussi. Donc, mettez ça sur pause, allez lister, soyez créatifs à travers de ça. Vous voyez que 9 et 10, là, ça s'emboîte un peu ensemble. Euh, à 9, on est dans le croisement d'informations, des compétences qui sont transférables, des compétences qui font du sens. À 10, on est plus dans le pratico-pratique de je pourrais en faire ça, je pourrais aider à faire ça, je pourrais inspirer des gens à tel endroit. Je pourrais aller donner des conférences dans des écoles. Donc, mettez ça sur pause, allez travailler ça. 11e, hein, ce que je choisis d'en faire. Là, vous l'avez vu tout ce que vous pourriez en faire en termes de compétences, de ce que vous en avez tiré comme apprentissage. Des fois, c'est une zone en disant, OK, j'en ai tiré ça, je me sens compétent jusque-là, mais je pourrais aller là, mais il faudrait que j'aille chercher ça, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider des gens en attendant. Donc, des fois, on peut avoir l'idée d'en faire d'un point de vue professionnel, puis commencer comme bénévole à partager notre expérience pendant qu'on est en train de se former. Donc, tout ça, là, ça fait du sens. Mais maintenant, à l'étape 11, c'est prendre une décision. Moi, je vous encourage à dire, ben, OK, je vais me choisir une à trois perspectives concrètes à explorer. C'est-à-dire, OK, l'idée peut-être d'en faire un métier pour accompagner dans cet axe-là, puis faire ça, puis faire ça. Et je vous encourage après ça à regarder, puis commencer à faire des recherches pour en faire un plan d'action à court, à moyen ou à long terme. Je le répète, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de reconvertir votre carrière. Mais si vous avez intérieurement l'élan de faire du bénévolat, il y a assurément un plan d'action. C'est-à-dire, moi, je connais personne, puis, puis vous pouvez dire ce que vous en voulez, mais je connais personne qui, en ce moment, se demande quoi faire de son temps. On est toutes des personnes occupées, puis on est dans une société de divertissement, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses et que si on veut faire du bénévolat, il faut essayer d'en faire un projet. Donc, qu'est-ce que je serais prêt à enlever dans mon agenda? Dans quel type de bénévolat que je voudrais faire? Maintenant, quelle est la liste des endroits que je pourrais faire du bénévolat dans ma région qui fait du sens avec ce que j'ai vécu et ce que j'ai envie de transmettre et d'inspirer? Qui sont les personnes à contacter? Si j'avais à les mettre dans l'ordre, je préférerais faire ça ou ça. Donc, vous voyez, puis à moyen terme, puis à long terme, ayez un plan d'évolution, voyez ça, non pas dans une optique d'une deuxième carrière, mais plutôt dans une optique de ça aura servi à ça et je pensais pas qu'aujourd'hui j'aurais pu faire ça. Donc, mon conseil ici, c'est que si vous choisissez la voie professionnelle, vous devez vous assurer que vous êtes clair dans le problème urgent que vous réglez. Des fois, là, je rencontre des coachs ou des thérapeutes qui sont allés faire une formation en relation d'aide. Puis là, les gens ils disent, moi, je veux aider des gens qui vivent de l'abus. OK, tu veux aider qui vit, qui a vécu quel abus et ça lui cause quel problème qu'il veut régler maintenant. Le problème, c'est pas l'abus. C'est ça que je veux en venir sur le problème urgent. L'abus, c'est la thématique. Face à ces personnes-là, c'est le positionnement, c'est la niche. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont pris encore avec ça. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire. Donc, vous voyez, là, des fois, c'est juste à côté.
mais je le vois, là, je l'entends dans le discours. C'est comme si je disais, j'aide telle personne qui a vécu de l'abus à éliminer telle chose. Donc, le problème, de telle façon, la solution. Donc, c'était juste un petit conseil rapide pour dire que c'est pas juste se lancer dans un élan précis. Si on est dans la voie professionnelle, il faut s'attarder à ce que là, ça leur empêche de devenir. Mettez ça sur pause, allez faire l'exercice maintenant et on se revoit pour la dernière et 12e étape. 12e étape, l'impact de mes choix dans la vie. Donc, on veut vraiment visualiser les résultats. Dans l'étape précédente, on était dans le plan d'action. Là, vous voyez là, que le 10, 11, 12, ça vous emmène à faire des choix, ça vous emmène à être capable d'avoir un plan, une vision d'ensemble par rapport à ça. Et le 12, c'est de dire, ben, OK, je veux en retirer des résultats. Ça n'a pas besoin d'être financier. Ça n'a pas besoin d'être non plus quantifiable. Mais la réalité, c'est que le résultat doit faire un sens avec votre élan. Sinon, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rencontrer peut-être de l'adversité? Je m'explique. C'est que là, super génial, je rencontre François, il me dit, on fait le ménage à travers tout ça, puis je me rends compte que je peux vraiment aider des personnes avec ça. Cool! Puis là, on n'est pas dans le manque, là, je suis dans la passion. Je trouve ça vraiment génial. Je me lance dans un projet de professionnaliser ça. Puis là, je me rends compte que c'est pas si simple que ça, hein. J'ai de la misère à trouver des clients. Je me rends compte à travers de ça. Je me sens pas bien. Ça fait naître des choses à l'intérieur. Et des fois, c'est ce qu'on n'est pas capable de mesurer chez ces personnes-là, c'est dis-moi qui tu dois devenir pour que dans X temps, tu sois la personne que tu pensais être en train de transformer ces personnes-là. Donc, imaginez-vous dans un an, qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de vous? Parce que l'idée là, de partir sur un projet comme ça, c'est pas une finalité, c'est le début de quelque chose. Et pour devenir cet accompagnant-là, ou cette personne inspirant-là, ou ce bénévole-là modèle, vous allez devoir, à l'intérieur de vous, devenir aussi cette personne-là, avoir une image de l'impact précis que vous voulez avoir sur vous, sur les autres et dans la vie des personnes que vous aidez. Mon conseil, c'est pour déterminer cet impact-là, c'est pas juste dans votre satisfaction intrinsèque. C'est d'en voir ce qui se produit de l'autre côté quand vous êtes là. Et à partir du moment que vous allez être dans l'autre, vous allez être capable d'évaluer à partir du siège de votre client de rêve quel est l'impact qu'il veut voir dans sa vie parce que votre impact va être nourri de l'impact que vous allez avoir sur les autres. Vous pouvez vouloir être cette personne-là qui évolue, mais la réalité, c'est que si vous réalisez que ce que vous faites n'a pas tant d'impact chez l'autre, vous allez lâcher le morceau. Vous allez vous décourager. Vous allez vouloir arrêter. Vous allez penser que vous n'êtes pas assez parce que finalement, vous n'emmenez pas assez d'impact. Mais à un certain moment, rappelez-vous que qui vous accompagnez, c'est qui vous étiez il y a peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans. Mettez sur pause cette vidéo-là, allez nourrir cette vision-là d'impact aussi peu que dans 1 an et on va voir qu'est-ce qu'on fait avec la suite. Parce que quand on arrive ici, on pourrait partir avec cette information-là, bien évidemment, et se dire, ça, c'est le nouveau chemin par rapport à ma lentille de ce qui se présente à moi et il est totalement bon. Puis on va voir le deuxième chemin dans quelques temps. Mais une chose est sûre, prenez conscience qu'à ce stade-ci, dans le travail que vous avez fait dans la dernière heure, peut-être la dernière heure et demie, vous êtes allé chercher une puissance de la clarté. Vous venez d'accomplir un travail exceptionnel. Gardez en tête que 88% des gens ne réaliseront jamais ce travail-là dans leur vie. C'est énorme. Ça, c'est le travail juste par rapport à voir le cadeau qui se cache dans ce que j'ai vécu.
Et ça, ce cadeau-là, quand vous avez gagné en clarté, vous allez le gagner sur votre identité. Vous allez voir, votre valeur, elle augmente. Votre estime personnelle augmente. Vous allez nourrir un sens à votre vie qui était pas nécessairement là. Je suis convaincu que si j'ai une discussion avec chacun d'entre vous, vous aviez déjà fait un bout de chemin par rapport à ça. Mais que la clarté qu'on a emmenée à travers ces exercices-là a propulsé ça à un autre niveau, dans le sens à votre vie. Mais ça vous emmène aussi sur une ouverture à la gratitude. Combien de fois, des fois, on se dit, ah, ok, si tu avais de quoi changer dans ta vie, est-ce que tu revivrais ces choses-là? Bien évidemment, on aurait voulu éviter la douleur que ça nous a procurée, mais en même temps, on a la fierté de l'avoir transcendée. Mais souvent, cette fierté-là, on ne vibre pas assez avec. Moi, je veux transcender cette fierté-là vers la gratitude. C'est comme si je disais, je suis vraiment heureux que ça soit arrivé à moi et à personne d'autre. Puis ça, là, c'est comme quelque chose d'un autre niveau. Mais quand on voit la valeur de ce qu'on peut en retirer, c'est vraiment génial. Mais dites-vous une chose, c'est qu'à cette étape-ci, même si vous avez fait un travail que 88% des gens ne feront jamais, ça demeure une vision qui est à travers votre lentille. Et des fois, puis moi je le rencontre, c'est que cette lentille-là a tendance à vous diminuer. Imaginez là, c'est comme si vous rouliez en voiture à 10 km/h, vous voyez beaucoup plus de choses sur l'environnement. Mais comme la vie va vite, comme il y a beaucoup d'informations qui sont floues, cachées à l'intérieur de vous, et qu'on vit notre vie à 100 à l'heure, ben ça se peut que notre vision rétrécisse et qu'on fasse une sélection d'informations qui est beaucoup plus restreinte. Puis c'est correct. On est fait comme ça. Mais je vous invite quand même à poursuivre dans la section bonus parce que à travers le travail que vous avez fait, on va juste prendre ça, puis je vous donne toutes les étapes pour venir injecter cette information-là à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Par défaut, j'utilise ici ChatGPT, la version gratuite, et vous allez voir que à travers les étapes que je vous donne, à travers les recommandations que je vous donne, vous allez propulser les informations que vous avez recueillies à un autre niveau. Donc, je vous encourage à voir la vidéo 2 pour poursuivre votre travail. Salut, bienvenue dans la deuxième phase. En fait, on s'attaque à la phase qui concerne l'intelligence artificielle. Dans le fond, si on se trouve ici, c'est parce que vous avez fait la première partie et c'est essentiel. Pour moi, l'intelligence artificielle ne peut pas faire le travail à votre place. Donc, vous devez aller extraire des éléments qui sont en lien avec votre vie. Dans le fond, vous avez travaillé directement à l'intérieur du guide de travail. Vous avez rempli les tableaux qui sont prévus à cet effet-là. Et là, dans cette deuxième phase-là, je vous ai donné toutes les directives pour que vous puissiez aller nourrir l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est vraiment simple. J'ai juste rajouté une étape qui est hyper importante que je n'avais pas mis nécessairement dans la première étape et qui va permettre à l'intelligence artificielle d'en apprendre un peu plus sur vous, sur qui vous êtes, à quelle phase que vous êtes dans votre vie, pour ramener du sens un peu. Parce que, dans le fond, on s'en comprend que si, mettons, on avait vécu des épreuves, puis on est dans la jeune vingtaine versus au tournant de la cinquantaine, nos expériences de vie ou l'accumulation de plusieurs éléments dans nos expériences de vie nous fait en sorte qu'on porte à croire qu'on a une certaine sagesse, puis on peut accompagner différemment que lorsqu'on est peut-être dans la jeune vingtaine. Donc, cette nuance-là, elle est hyper essentielle. Donc, je vous invite en dessous de cette vidéo-là à télécharger. Dans le fond, quand vous faites télécharger, vous allez faire littéralement une copie dans votre Google Drive et vous vous retrouvez avec les instructions. Dans le fond, je vous permets d'y avoir accès. Je vous permets d'avoir accès à ces prompts-là. Et vous allez voir de la façon que ça fonctionne. Je demande à l'intelligence artificielle de revoir, peaufiner, aller travailler certains axes, toujours
début à la fin, donc il se répète à certains endroits, mais on fait du polissage, ce qui fait en sorte qu'à la toute fin, on a des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, sans lire tout à fait le document, je vais juste vous expliquer ça en gros, que dans la première phase, vous allez aller chercher de l'information. Dans la deuxième phase, on est beaucoup plus dans une phase d'analyse, pas d'aller créer votre vie à votre place, bien évidemment. Donc, première étape, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez aller compléter une partie dans le document qui était déjà là, hein, initialement, mais que je ne vous ai pas nécessairement donné comme directive à la première étape. C'est tout en bas. Vous allez voir, il y a certaines questions qui sont dans la rubrique Mon profil personnel. Donc, allez compléter ça pour s'assurer que on est capable d'en savoir un peu plus sur qui vous êtes, et qu'on puisse aller nourrir l'intelligence artificielle de la bonne façon. Ensuite de ça, on revient dans les procédures. Un coup ça c'est fait, à l'étape 2, dans le fond, vous allez voir, là, moi, je suis rentré dans une analyse qui a été bâtie sur quoi? Si je le ramène au début, cette analyse-là, j'ai fait une étude de cas basée sur une cliente que j'accompagnais déjà. Je savais un peu son histoire, Chantal, et je suis allé chercher des éléments pour compléter le document et pour voir que même à la fin, j'ai fait exprès, là, comme si rendu à certains endroits, elle manquait un peu de créativité, elle a laissé des zones vides. Comprendre qu'un peu plus loin, dans le document, je vous demandais de vous auto-analyser. Mais l'intelligence artificielle, à partir de certains éléments, surtout ce qui est dans les premiers tableaux, permet d'aller faire une certaine analyse un peu plus approfondie, même si vous n'êtes pas en mesure de faire ça. Dans le fond, les prompts ont été bâtis non pas juste de façon ludique, ont été bâtis sur de l'expérience que j'ai pour aller analyser certaines données quand je travaille en positionnement stratégique. C'est juste que lorsque je l'emmène à l'intérieur de l'intelligence artificielle, ils accélèrent, ils nous permettent de voir des angles morts qu'on ne voyait pas auparavant. Donc, je vous donne quand même accès à un outil qui est hyper puissant. Donc, dans la deuxième phase, il y a dans la deuxième étape de la phase 2, qui s'appelle la consolidation des épreuves et réussites, plus l'analyse profonde. Dans le fond, ce que vous allez faire en première étape, c'est que vous allez aller dans ChatGPT. Moi, je les ai faites avec ChatGPT 4, là, juste parce que c'est plus rapide, mais même avec ChatGPT 3, pour en avoir testé par le passé, c'est juste un peu plus long, mais pas moins efficace. Il y a peut-être un peu moins de profondeur sur certains aspects, mais en même temps, c'est une analyse qui vous permet d'aller juste un peu plus loin. Rappelez-vous, là, il y a 88% des gens qui ne feront jamais ça, la première phase que vous avez faite. Imaginez la deuxième. Donc, ce qu'on fait rendu à cette étape-ci, c'est que là, on va aller dans le document que vous avez fait. Vous allez voir, à un certain endroit, c'est marqué copier à partir d'ici. Vous allez chercher tout votre texte dans le fond, puis là, vous allez faire un copier-coller de tout ça. Si je vais juste en bas, là, totalement, je vais faire un copier et je vais m'en venir ici dans cette partie-là. Donc, j'ai juste été copié du texte. Puis là, je vais m'en retourner dans mon document phase 2 de procédure IA. Puis en dessous de ça, en première phase, on est allé chercher l'information qu'on avait mis ici. Et deuxième phase, c'est qu'on va aller chercher juste notre prompt qui est ici. On va aller copier cette partie-là. Et ce que vous avez à faire, c'est de la mettre juste en dessous et venir appuyer sur le bouton ici pour partir. Je ne le ferai pas parce que j'ai déjà fait un peu cet exercice-là. Et vous allez voir, si jamais vous le faites à plusieurs reprises, ça ne donnera pas précisément toujours les mêmes résultats. L'intelligence artificielle ne travaille pas avec quelque chose de rigide. Elle va travailler avec une question de souplesse. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de faire peut-être l'exercice à plusieurs reprises, puis voir les résultats que ça vous donne. Et dans le fond, c'est comme si je vous posais plusieurs fois la même question. Forcé d'admettre que si je vous enregistrais, il y a des nuances qui ne sont pas pareilles d'une fois à l'autre. C'est pareil un peu pour l'intelligence artificielle. Donc, quand j'ai fait retour pour cette première partie-là, l'intelligence artificielle est venue structurer l'information, comme vous voyez à l'écran. Il est venu chercher cette information-là. Un coup de c'est terminé, dans le fond, on retourne phase 2 et on s'en va à l'étape 3. Puis dans le fond, ce qu'on vient juste faire par la suite, on vient copier le texte. Mais moi, ce que je vous suggère de faire,
dans le document, c'est que vous pouvez prendre ce texte-là et aller le mettre aussi dans un document vierge, c'est un document Word ou un document Google Doc. Dans le fond, je vous l'avais mis ici, là, je ne voulais juste pas répéter que je vous suggère vraiment de- d'aller créer un document ici, d'aller créer un document vierge pour pouvoir aller consolider cette information-là. Vous allez voir, même quand vous allez faire cette étape-là, qu'à la fin, il va y avoir beaucoup d'informations qui se ressemblent. C'est normal parce que on veut, comme un entonnoir, prendre des éléments, rajouter des éléments, être capable de polir un peu ce diamant brut-là pour arriver à certains résultats. Donc, faites un copier-coller dans un autre document. Ensuite de ça, ce que vous faites, comme je vous disais, à l'étape 3, donc on va aller copier le prompt 2. On vient on vient coller tout simplement dans un élément qui va être comme ça, là, parce que juste en dessous, vous voyez là, ici, là, je pourrais le copier là. Vous le voyez apparaître, je vais juste l'enlever pour que je n'ai pas à jouer avec ces éléments-là. Mais dans le fond, aussitôt que vous allez faire retour, dans le fond, c'est le texte qui est ici en bleu. Et là, lui, il continue son analyse. Donc, il clarifie des éléments. Dans la deuxième phase, on est dans la deuxième partie. On est vraiment dans qui vous êtes devenu grâce aux expériences que vous avez eues. Dans le fond, on est dans une analyse très identitaire. Donc, on va travailler sur clarification de l'identité, les valeurs profondes, les traits de caractère, comment ces expériences sont sculptées. Puis là, je ne ferai pas la lecture de tout ça là, parce que c'est pas nécessairement pertinent, mais connaissant Chantal que j'ai accompagnée, il y a des éléments là-dedans que je fais, oh my God, à quel point c'était puissant de pouvoir aller travailler parce que dans le fond, elle n'a jamais eu accès. Chantal, c'est quand même plusieurs années que j'ai travaillé avec. Donc, je suis allé chercher ces informations-là, mais tout ce qui est consolidé ici tient la route. Il n'y a rien d'inventé, là, dans le fond. Puis, c'est pourquoi que je parle de côté caché, c'est que vous, oui, vous faites, vous êtes, on est des personnes uniques, là. Mais la réalité, là, force est d'admettre que qui on est, et pas très loin de d'autres personnes autour de nous, là. Ça veut dire que quand on vit une épreuve, normalement, on pourrait dresser une liste et supposer qu'ils ont développé un peu ces parties-là, puis pas trop se tromper. Donc, c'est un peu le même travail que l'intelligence artificielle fait. Elle n'est pas là avec une précision chirurgicale. Elle est là pour vous aider à avoir des angles morts qui font en sorte que, ah ouais, j'avais oublié ça, j'avais oublié ça. Tu sais, juste, je vous dis, quand j'accompagne des personnes, souvent, je vais leur faire des reflets, puis même eux, ils se disent, ah ouais, tu vois ça en moi, toi. Tu sais, quand je vous dis dans la première partie, on se filtre, mais c'est un peu dans cette réflexion-là qu'il y a une utilité à avoir des angles qui nous permet de travailler différemment. Donc, vous voyez, là, c'est quand même assez complet. On peut encore une fois prendre tout ce texte-là et aller le copier. Et on est rendu à l'étape 4, qui est d'explorer les opportunités liées à votre vécu. Si vous vous rappelez, première partie, je vous demandais d'analyser comment vous étiez devenu par rapport à ça. Puis là, je vous disais, faites des choix. Mais ces choix-là, ils arrivent en fonction de quoi? Ils arrivent en fonction de votre connu, de votre savoir, de ce que vous pensez que vous pourriez faire à partir de ça et de voir des croisements. Et ce qu'on vient faire ici, quand on vient, encore une fois, copier le prompt de l'autre côté, on vient identifier des zones d'impact potentiel qu'on peut avoir chez certaines personnes. Donc, c'est là que on peut avoir des impacts clés en accompagnement en transition de vie, expression de transformation par l'art, coaching pour les femmes en quête de renouveau. Ben, parce qu'il faut connaître un peu l'histoire de Chantal pour savoir que tout ça fait du sens. Puis après ça, on s'en vient dans des éléments de positionnement par rapport à qui on pourrait accompagner, puis comment on pourrait les accompagner. Puis là, on s'en va sur les trois aspects que je vous avais donnés, le côté professionnel, le côté inspirationnel et le côté bénévolat. Puis là, il vient chercher des possibilités parce qu'il y a l'idée d'en faire un métier précis. Mais ça pourrait être un événement professionnel, organiser des retraites, organiser des événements précis. Donc, il y a plein d'angles que souvent, quand les gens font des exercices comme vous êtes en train de faire, réalisent à quel point il y a des choses qu'ils n'avaient pas vues. Donc,
On continue. Puis vous voyez là, il y a même des tableaux, il y a des synthèses, il y a certains éléments là-dedans qui tiennent vraiment la route. Donc, on continue avec l'étape 5, qui est vraiment la comparaison de ce qu'on a sorti. On va aller suivre les étapes, encore une fois, copier le prompt. Vous voyez que tu sais, cette analyse-là, vous pourriez demander à votre enfant de 10 ans de faire ce travail-là à partir du document que vous avez fait et pas trop savoir ce qu'il est en train de faire et vous pondre cette analyse-là. Je vous ai organisé ça de façon le plus précis possible, bien évidemment. C'est pas juste l'intelligence artificielle qui fait le travail. Là. Moi, de mon côté, il y a eu un travail de fait. C'est que l'intelligence artificielle toute seule, si on avait juste dit analyse-moi ça puis dis-moi ce que je pourrais en faire, on n'aurait pas eu les mêmes résultats que toutes ces étapes-là, bien évidemment. Mais par mon travail, par ma façon de bien saisir certaines informations qui sont plus pertinentes que d'autres, me permettent d'aller bâtir des prompts qui facilitent drôlement le travail de votre côté. Donc, encore une fois, on met le prompt ici, et là, il nous emmène sur une évaluation approfondie. Alors, c'est quoi les opportunités, les avantages? Pourquoi je ferais ça? C'est quoi les défis, les obstacles que je vais rencontrer en cours de parcours? Si j'ai des prérequis, des leviers d'action intéressants. Là, il nous emmène sur de la priorisation selon les axes stratégiques. Donc, bien évidemment, c'est l'univers dans lequel je viens. Fait que plus on va être dans l'action pour matérialiser ce que vous pourriez faire avec ça. Comme vous voyez, il y a des éléments, puis là, il y a des recommandations finales qui sont quand même d'un premier étage. Et quand on va un peu plus loin dans dans les deux dernières étapes, étape 6, étape 7, dans le fond, encore une fois, des copier-coller, on se rend compte qu'au final, on arrive avec une précision quasi chirurgicale de choix qui peuvent être faits pour obtenir des résultats qui vont jusqu'à la fin en fonction des opportunités qui ont été ciblées. Puis volontairement, là, je l'ai emmené juste de façon globale pour pas qu'il décide à votre place. Mais en cours de parcours, même vous pourriez court-circuiter après l'étape 5 en disant, regarde, moi j'ai choisi ça. Donc en choisissant ça, plus le prompt de l'étape 6, vous allez encore avoir plus de précision. Et à partir de ça, à l'étape 7, avoir un plan d'action qui est encore plus détaillé. Mais là, je voulais juste vous mettre un ensemble d'éléments pour vous démontrer à quel point l'intelligence artificielle peut travailler avec vous pour vous faire voir des cadeaux cachés que vous ne voyez pas auparavant. C'est un bonus, d'après moi, qui a une énorme valeur, mais je voulais quand même vous la donner derrière ça. Donc, amusez-vous avec ça. Encore une fois, ben, c'est l'intelligence artificielle, c'est un outil qui vous permet de penser d'un autre axe. C'est pas elle qui doit décider à votre place. Et je me détache aussi de tous les résultats qui sont là, bien évidemment. Pas pour m'éviter des problèmes, c'est juste pour vous faire prendre conscience que vous êtes en pleine possession de votre vie. Donc, bye bye, amusez-vous.